Voilà, il n'y a que ça à dire. Franchement, cet épisode 706 vient clôturer l'un des plus beaux flashbacks, ça je peux le dire, au niveau de One Piece, un truc de malade. Déjà quand je les avais lus en chapitre, j'avais été ému, j'avais eu un petit peu la chair de poule, et je m'étais dit pourvu que la Toei ne chie pas ça. On sait que la Toei, même au niveau de One Piece, souvent au niveau de ce qu'ils font, c'est vraiment pas top, mais là on a eu 4 épisodes de dingue, et le final est absolument incroyable au niveau de la symbolique, au niveau de comment c'est mis en scène, c'est un truc de dingue. Normalement, une critique analyse aurait dû être dédiée spécialement à cet épisode tellement il y a de choses à dire dessus, mais malheureusement je manque de temps, donc c'est vraiment bien une critique analyse pour l'épisode 705 et 706, mais je vais vraiment axer sur la mort de Rosinante parce que c'est vraiment un truc de malade. Je suis encore un petit peu retourné. Par contre, il ne faut pas que ça éclipse tout ce qui s'est passé quand même au préalable. Il y a eu beaucoup d'informations et beaucoup de choses importantes qui nous ont été montrées, et c'est justement ce qu'on va voir dans la critique analyse des deux épisodes, l'épisode 705 et le putain d'épisode 706. Avant de débuter ces critiques analyses, comme d'habitude, je vais faire un petit parallèle justement entre les épisodes et les chapitres. On est toujours dans le quota un chapitre égale un épisode, et ça c'est vraiment bien parce que ça permet d'avancer assez vite, et on attend tous le fameux épisode avec le truc que vous voyez ici. Vous voyez parfaitement de quoi je veux parler. Comme je l'ai dit dans le début de ma vidéo, il ne faut pas se focaliser que sur la mort de Rosinante, qui est quand même un passage très important pour occulter tout ce qui s'est passé à côté. On a eu de très grosses informations par rapport à Doflamingo. Premièrement, le haki du roi. Doflamingo, enfant, s'est ouvert au haki des rois, et ça c'est quand même quelque chose de dingue parce qu'il faut rappeler que le haki des rois est quelque chose de génétique, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Le haki de l'observation ou le haki de l'armement, tout le monde le possède en lui. On le voit un très bel exemple par rapport à Usopp, qui est quand même un personnage assez faible, mais il s'est quand même éveillé au haki de l'observation. Mais le haki du roi est vraiment quelque chose que l'on possède en soi, et il faut qu'il y ait un événement très dur qui permette justement de le déclencher inconsciemment. Et là, cet événement très dur pour moi, c'est au moment où justement il est enchaîné au niveau du manoir qui est en flammes, où justement il y a son frère et il y a son père qui se font tirer dessus, lui aussi, et on apprend justement, on ne le voit pas, le haki du roi se mettre en place, on ne voit pas la répercussion, on le sait seulement par rapport à un dialogue qu'il y a justement entre Table et Vergo, où Vergo dit que toutes les personnes d'un seul coup sont tombées inconscientes, et ça c'est typique du haki des rois. Pour moi, le haki du roi s'est déclenché de la manière suivante, c'est-à-dire que quand il est enchaîné, en crucifié carrément, parce qu'il est carrément en croix, la symbolique est vraiment aussi très forte, quand il est en croix au manoir, quand il est en feu, il y a toute la population qui est en dessous, et déjà le fait qu'il y ait son père et son frère qui chialent, ça déjà ça l'énerve énormément, parce que lui dans sa tête il a encore un Tenryubitu et il ne supporte pas que les personnes, c'est-à-dire que la population humaine qui n'est même pas digne d'être devant lui, debout devant lui, normalement il devrait être à genoux, le fait qu'il lui tire dessus et qu'il le traite de cette façon est pour lui complètement inacceptable. Là où, comme j'ai dit, là où son frère et son père pleurent, lui il promet de tous les tuer un par un, et là déjà on a vu la réaction de la foule qui était complètement subjuguée. Ils étaient même apeurés parce qu'on le voit quand il gueule ça, et je pense que toute cette haine qu'il a en lui par rapport déjà à tout ce qui lui est arrivé, sa chute de statut de Tenryubitu, c'est un moment, c'est cristallisé par rapport à ce moment, et toute cette haine est sortie d'un seul coup en une sorte de hurlement qui a permis justement de déclencher le haki des rois. Et ça c'est quand même très important, parce que là il faut faire un parallèle par rapport à Luffy, comment lui il l'a déclenché. C'est-à-dire que Luffy est un Di, totalement l'inverse d'un Tenryubitu, et lui il l'a déclenché pour protéger des personnes. Il l'a déclenché à Amazon Lily, et il l'a surtout déclenché au niveau de Marineford pour protéger son frère par rapport à l'exécution qu'il allait avoir. Et là on voit justement que le Di déclenche son haki des rois pour protéger des personnes, totalement à l'inverse de Doflamingo, qui lui va déclencher son haki des rois pour tuer les gens, pour totalement les annihiler. Et là je vais revenir sur un passage qui est quand même assez important pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le haki des rois est quelque chose de génétique, et là on est en train de nous montrer que des Tenryubitu ont la possibilité d'avoir le haki des rois, et donc ça nous donne une autre vision pour moi des Tenryubitu qui sont les dieux célestes. C'est-à-dire que pour l'instant, Ichiro Oda nous les a toujours fait voir comme des mecs super bedonnants, des mecs supérieurs aux autres
je dirais qu'ils se sentent supérieurs par rapport à leur statut, et ils sont enfermés dans une sorte de bulle, ils ont une sorte de tenue de cosmonautes, et on les voit quand même comme des sortes de lâches, c'est-à-dire qu'ils profitent de leur statut pour faire les choses, mais ils n'ont pas acquis leur statut par rapport à la force, ils l'ont acquis par rapport à un droit divin qui se transmet de génération en génération depuis plus de 800 ans. Et là, de nous montrer que un Tenryubito est capable d'avoir un haki, ça peut peut-être donner une ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui va se passer dans le futur de One Piece, et pourquoi pas des guerriers Tenryubito, ça pourrait être vraiment quelque chose d'hallucinant. Là aussi, ce que je voudrais voir qui est très important, c'est que c'est Treble qui va donner les moyens justement à Doflamingo de pouvoir se venger par rapport à cette déchéance de son statut de Tenryubito par rapport à son père, et ça c'est très important. En effet, la deuxième chose qui m'a vraiment marqué au niveau de ce chapitre, enfin au niveau de ces épisodes, autant pour moi, c'est le fait que Doflamingo commette un patricide, c'est-à-dire qu'il tue son père. Je pense pas qu'on avait déjà eu cette information dans les épisodes précédents, et je trouve que c'est énormément symbolique, c'est-à-dire que c'est son père qui est la cause de sa chute, il ne se voit en rien être responsable de cela, et justement il pense qu'en tuant son père, il va pouvoir atteindre son statut de Tenryubito, c'est-à-dire en ramenant la tête de son père, il va pouvoir rejoindre Marijoa et redevenir un dragon céleste. Et là déjà, on voit qu'il parle au nom de sa personne, il utilise je, il ne dit pas si en te tuant mon père, que moi et mon frère Rosinante, on va pouvoir atteindre Marijoa, on va pouvoir revivre à Marijoa. Et ça c'est quand même super important, c'est parce que à ce moment-là, il a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Treble qui lui donne les moyens, c'est-à-dire qu'il lui donne le pistolet pour justement tuer son père, pour pouvoir se venger. Et je pense que déjà dans la tête de Doflamingo, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de renier sa famille, de renier ce qu'il était avant, et de redevenir un Tenryubito, et justement de faire une sorte d'abstraction de tout ce qui lui était arrivé. En plus, le fait que son père s'excuse à la fin ne lui donne en rien l'excuse de ne pas le tuer, et aussi qu'il se mette derrière son père, qu'il ne le tue pas en face, qu'il le tue de dos, et pour moi super symbolique, car pour moi c'est une sorte de fracture, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Doflamingo laisse entièrement parler le démon qui est en lui. Son frère Rosinante le dit justement à l'eau à un moment, que malgré tout l'amour qu'ont pu lui donner les parents, malgré toute l'éducation qu'il a pu recevoir, il a en lui ce démon, et là je pense que c'est le moment vraiment crucial où il abandonne sa part d'humanité qui lui restait encore, parce que même dans les anciens flashbacks, dans les anciens épisodes, on voit que quand même, malgré qu'il soit mauvais envers les humains, il a quand même un respect envers sa mère, et il a un respect envers son frère, même s'il n'a plus de respect du tout envers son père. Il protège son frère quand ils se font frapper, et il essaie de trouver de la nourriture par rapport à sa mère, et vu que sa mère est morte, et vu que son frère à un moment pleure lamentablement quand il est sur le mur, pour moi je pense que Doflamingo pense qu'il n'est plus digne d'être un Tenryubito, et malgré toutes les supplications que son frère va donner, il va tuer son père, et en tuant son père, il va détruire, il va enlever son restant de part d'humanité qu'il avait encore en lui. Et malgré tout, on voit encore que son humanité est encore présente un tout petit peu tout au fond de lui, car il a des cauchemars par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on voit le cauchemar par rapport au moment où il hurle, où il déclenche le haki de roi, mais il doit aussi avoir des cauchemars, je pense, par rapport à la mort de son père, qui encore une fois, je le dis, est vraiment très symbolique. Et on le voit encore une fois quand il est avec son pistolet, le pistolet sûrement qui a servi à tuer son père, et on le voit qu'il le regarde, et là il est en train de se demander sûrement s'il doit vraiment tuer son frère ou pas, s'il doit vraiment abandonner tout ce passé. Et justement le fait qu'on ne le voit pas sourire, le fait qu'on ne le voit pas ses yeux, il n'y a aucun sentiment, et ça c'est vraiment important, je vais en parler plus tard, il n'y a aucun sentiment, on ne connaît, il n'y a aucune trace de sentiment par rapport à lui, on le voit seulement regarder son arme, et ça on a l'impression qu'il est un petit peu en conversation avec lui-même, de savoir ce qu'il va faire. Et justement, de parler de son frère Rosinante, ça va permettre de mettre vraiment en avant tout ce qu'on voit durant ces deux épisodes, c'est-à-dire la totale opposition qu'il y a entre Doflamingo et Rosinante, malgré que ce soit des frères de sang, malgré qu'ils aient une sorte d'apparence un petit peu physique identique, c'est-à-dire qu'ils ont tous deux les cheveux blonds, ils ont tous deux un manteau, mais ça s'arrête là, parce que par exemple au niveau des cheveux, on voit que même s'ils sont blonds tous les deux, il y en a un qui a les cheveux en l'air, c'est-à-dire Doflamingo a les cheveux en l'air, alors que Rosinante lui a les cheveux plats. Là on voit déjà une opposition, c'est vraiment, c'est sûr que c'est pas important comme opposition qu'il y a, mais ce sont plusieurs éléments qui viennent
s'assembler pour faire un tout. Au niveau des vêtements, on voit que Doflamingo a un manteau de plumes comme son frère, mais le sien est rose alors que le manteau est noir pour Rosinante. Et au niveau des habits en dessous, il y a une totale opposition, c'est-à-dire que Doflamingo a un costume rouge, d'ailleurs il y a une putain de classe dans ce costume, et le rouge pour moi me fait penser carrément au démon, contrairement à Rosinante qui lui a un costume blanc avec des cœurs, et le blanc va plus faire penser à la pureté, va plus faire penser aux anges, et encore une fois on a une totale opposition au niveau des deux. L'autre chose où ils sont semblables mais totalement différents à la fois, c'est au niveau de leur sourire. Là, Horizonte a toujours un sourire apparent, mais c'est un sourire qui est vraiment réel. C'est l'expression des sentiments qu'il a vraiment au fond de lui. On le voit d'ailleurs quand il sourit à la fin à l'eau, il veut qu'il garde ça en mémoire. Le sourire est vraiment accentué au point même à un moment de faire peur à l'eau. On voit toujours la tête qu'il a, c'est complètement génial. Contrairement à Doflamingo où lui son rire va être un masque, va être une façade, va être un masque par rapport à ses sentiments. C'est là où je reviens, c'est-à-dire que Rosinante par rapport à son rire montre ses sentiments, montre la bonté de cœur qu'il a, alors que Doflamingo, lui, son sourire ne permet seulement que masquer ses sentiments, parce que encore une fois il a des lunettes, donc on ne voit rien. Les sentiments se propagent par le regard, c'est comme ça qu'on le fait dans les films, c'est comme ça qu'on le fait dans l'animation, et là vu qu'on ne voit pas ses yeux, on n'arrive jamais à savoir ce qu'il pense. On voit seulement ses veines au niveau du front quand il est vraiment en colère, mais à un moment il y a ce passage qui est pour moi qui est magnifique, où il y a un face à face justement entre Rosinante qui est au niveau du sol et Doflamingo qui est debout. On voit la neige qui tombe et il n'a pas de sourire, il n'a rien du tout, et ça reste comme ça pendant quelques secondes et on s'est dit putain, il pense à quoi? Est-ce qu'il va réellement tuer son frère? Et il y a plein d'interrogations qui sont montrées, et quand il n'a pas son sourire, quand il n'a pas son masque, on ne sait pas du tout à quoi il pense. Et enfin, ce qui est le plus important pour moi, où on montre vraiment l'opposition entre les deux, c'est par rapport à leur statut. Tous les deux étaient des Tenryubito, c'est-à-dire étaient des dragons célestes, et ils sont tombés comme des humains lambda, mais là où Doflamingo va toujours rechercher à acquérir à nouveau son statut, d'une part en tuant son père pour pouvoir accéder à nouveau à Marijoa, et on sait totalement que ça va pas fonctionner parce qu'on voit en ce moment qu'il n'est pas un Tenryubito mais qu'il est tout simplement un Shichibukai. Il va essayer de ratteindre ce statut de dieu vivant en acquérant l'immortalité par rapport à Lope no Mi. C'est ça, donc il veut vraiment devenir un dieu. Là où Rosinante, lui, décide de rester un humain et va même devenir, c'est là où c'est vraiment symbolique, il va devenir un Di. C'est ça qui est complètement dingue. C'est-à-dire que les Di sont caractérisés, excusez-moi il fait chaud, ça me gratte un petit peu. Les Di sont caractérisés par deux éléments, c'est premièrement de mourir avec le sourire, et deuxièmement de transmettre une volonté. Et là c'est parfaitement ce que va faire Rosinante. Rosinante va mourir avec le sourire, comme on va le voir à la fin, d'ailleurs c'est très très poignant comme image. Et deuxièmement, il va transmettre à l'eau la volonté de vivre, et surtout la volonté d'arrêter la folie de son frère. C'est pour ça après justement que l'eau va faire tout ce qu'il va faire durant ces années. Il va même s'allier à Luffy. Il va s'allier à Luffy vraiment, son but final, c'est vraiment l'anéantissement de Doflamingo. Et en ça c'est vraiment dingue, c'est-à-dire qu'on a un Tenryubito qui va devenir, symboliquement, il va devenir un Di. Et là on a une parfaite contradiction entre Doflamingo et Rosinante. Et pour finir avec ce flashback, justement dans le flashback, on voit comment Rosinante a été récupéré par Sengoku, hein, S-E-N, hein, pas Sengoku de Dragon Ball, des fois on dit que je fais l'erreur au niveau de la prononciation. Là on le voit vraiment, et ça c'est bien parce que ça c'est pas montré justement dans le manga. On voit que c'est dans la ville où Doflamingo a tué son père, et là ça permet peut-être de poser une question. Est-ce Doflamingo qui a renié son frère parce qu'il ne juge plus digne de devenir un Tenryubito par rapport à la mort de son père, ou alors est-ce Rosinante qui n'acceptera jamais, qui n'excusera jamais le meurtre de son père par son frère Doflamingo? Pour moi c'est une très très bonne question qui peut être posée justement en voyant ça. Ce que je trouve absolument hallucinant avec ce flashback qui dure seulement que 4 épisodes, c'est-à-dire qu'en 4 épisodes on arrive à ressentir de l'émotion et à ressentir de la tristesse pour la mort d'une personne qui à la base
n'était pas présenté comme une personne à laquelle on allait s'attacher. Il y a toute une évolution entre la relation de Law et justement de Rocinante. J'en ai parlé en détail justement dans ma précédente vidéo, dans ma précédente critique analyse des épisodes. Et ça, c'est vraiment hallucinant. Ce personnage de Rocinante, on l'adore, on éprouve de la sympathie pour lui, on comprend que c'est quelqu'un qui a vraiment une bonté d'âme. Il est comme je l'ai dit tout à l'heure, il est totalement... Le fait que ça soit l'opposé de Doflamingo et qu'il soit là pour protéger et aider Law, c'est quelque chose d'absolument dingue. Et surtout, ce qui va nous faire ressentir de l'émotion et pleurer, encore une fois je le dis, pour sa mort, c'est tout le drame par rapport à ce qui arrive à Law, le fait qu'il ne puisse hurler, qu'il ne puisse extérioriser toute sa peine et le mensonge qu'il y a eu par rapport à Rocinante. On a eu une utilisation du fruit de monde de Rocinante qui est vraiment poétique. Le fait que quand il lui parle et qu'il lui explique que malgré tout ce qu'il a fait envers Doflamingo, Doflamingo ne va pas le tuer parce que c'est tout simplement son frère de sang. Et là, on est au courant qu'il y a son mensonge, et de voir la tête de Law qui croit sa naïveté, qui croit parfaitement ce que va dire Rocinante. Et ça, c'est quand même quelque chose de dingue, parce que faut se rappeler Law, tout ce qu'il a subi. Il a vu la mort de ses parents, il a vu la mort de sa sœur, il a vu l'anéantissement de son pays. Normalement, c'est quelque chose qui rend quelqu'un complètement amer envers la vie et envers la confiance qu'il peut avoir avec toutes les autres personnes. C'est d'ailleurs pour ça justement qu'il a été voir Doflamingo, c'est pour apprendre à tuer le plus de personnes possible. Et grâce à Rocinante, il va changer du tout au tout, il va redevenir un enfant. C'est ça qui est vraiment terrible avec ça, c'est que par rapport à toute la souffrance que Law a eue, il était un adulte, il est devenu adulte très très jeune, et avec toute la... Je veux dire, comment est Rocinante par rapport à son sourire, par rapport à ses gaffes, tout ça, il a fait retomber Law en enfance, et on le voit parfaitement. Il lui met la main sur la tête, ça c'est vraiment... ouais, il lui met la main sur la tête, ça c'est comme un adieu. C'est aussi ça qui est super poignant, c'est-à-dire que Rocinante par rapport à ce geste dit adieu à Law, et on sait que Law ne pourra pas dire adieu à Rocinante qui est devenu son mentor, qui est devenu sa nouvelle figure paternelle. C'est quand même dingue. Donc par rapport à ça, c'est super symbolique, c'est super poétique. Il lui met la main sur la tête, il lui explique que justement ils vont se revoir à la prochaine ville, et que toute l'interaction que Law pourra avoir est rendue muet, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas hurler, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas taper, rien ne pourra être entendu. Et quand le coffre se ferme et que Rocinante fait son sourire, c'est la dernière image justement qu'on va avoir, que Law va avoir justement de lui. Ça va devenir d'ailleurs son drapeau pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Et ça, c'est super cruel parce que nous, on le ressent, nous, on le sait ce qui va se passer. On sait que, même si on ne le veut pas, on sait que Rocinante va mourir de la main de son frère, et que Law ne pourra rien faire. Et justement, tout au long de ce qui va se passer, Law va être le témoin aveugle et muet de la mort de Rocinante. Et cette souffrance qui va vraiment nous poigner, on va partager, on va vraiment la partager, on va vraiment la ressentir. Et c'est tellement bien mis en image, j'y reviendrai ça à la fin, c'est tellement touchant, c'est tellement poignant, que c'est une pure tragédie que nous on ressent et qui est absolument dingue. Il y a d'ailleurs un très très bon passage dans cet anime qui n'est pas présent dans le manga, et encore une fois, c'est pour ça que la Toei a vraiment fait un très très bon travail, c'est-à-dire qu'il nous amène des sortes de fillers entre guillemets pour allonger l'épisode, pour qu'on puisse atteindre vraiment le quota un épisode par rapport à un chapitre, mais ces passages-là ne servent pas à rien, apportent vraiment beaucoup par rapport au personnage. On voit que Rocinante sait qu'il va mourir, ça il le sait, ça il n'y a aucune photo là-dessus, et pourtant il va narguer la famille Doflamingo quand il se présente devant Gradius et puis qu'il se tape le cul. Ça c'est un passage qui m'a fait vraiment hurler de rire, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va chialer bientôt, on sait qu'on va s'en prendre plein les yeux, et pourtant il y a un passage qui est là où on a un petit sourire pour lui. On se dit bah tiens, c'est le dernier baroud d'honneur de Rocinante par rapport à la famille Doflamingo, et ça c'est vraiment excellent. On nous montre aussi toute la violence, toute la haine qu'a la famille Doflamingo envers Rocinante. Ils vont tous s'acharner dessus, ils vont tous le frapper, que ce soit par exemple Trébol quand il va envoyer sa glu explosive. Après il va se retrouver contre le mur, et là il y a Pika qui va l'enserrer dans la main et qui va complètement le broyer, qui va complètement le serrer. On ressent encore une fois toute la souffrance physique de Rocinante. Et après il y a Gladius qui lui
va complètement s'acharner sur le corps de Rocinante. Il va carrément le frapper à mort, sans compter tout ce qui s'était pris au préalable par Vergo. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Et c'est quelque chose de dingue. Et pourtant, Rocinante reste pas de marbre, mais on le voit qu'il est quand même assez fier. Et à un moment, il lui pose, encore une fois, il lui pose la question de savoir pourquoi il a fait semblant d'être muet tout ce temps-là. Et lui, il répond tout simplement parce que je voulais pas parler avec des cons comme vous. Et ça, c'est complètement dingue. Après, bien sûr, arrive Doflamingo, et là, on a la confrontation, la dernière confrontation envers les frères, qui est absolument géniale. Je ne vais pas revenir sur la symbolique de la neige, je pense que tout le monde l'a vraiment compris. C'est pas la peine de vous faire l'affront de vous expliquer ça. Et justement, là, on arrive où Rocinante, Doflamingo est debout, alors que Rocinante, lui, est au niveau du sol. Et là, le dernier pied-né, c'est qu'il avoue aux autres qu'il est un commandant, ouais c'est ça, un commandant de la marine, et qu'il avait justement pour but d'infiltrer la famille Doflamingo pour les arrêter, pour empêcher qu'ils fassent trop de conneries, et surtout qu'ils mettent à bien le projet qu'ils ont par rapport à Dressrosa. Et après, il va encore trouver la force de se relever, et il va vraiment jouer avec les sentiments de Doflamingo pour présenter et aussi pour s'excuser envers l'eau. Il sait que l'eau est derrière, il sait qu'il l'entend, et là il va vraiment jouer là-dessus en ayant une sorte de double dialogue. Premièrement, il va s'excuser d'avoir été quelqu'un, de ne pas avoir dit qu'il était quelqu'un de la marine, parce qu'il ne voulait pas justement que l'eau le déteste. Et ce parallèle, le fait que l'eau lui dise qu'il était parfaitement au courant, encore une fois, c'est vraiment poignant, et ça montre que l'eau avait énormément d'affection, était capable de pardonner tout à Rocinante, et après d'aller jusqu'à pousser Doflamingo dans ses derniers retranchements, en lui montrant justement qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait de l'eau, parce que l'eau était un petit peu justement comme lui, il était possédé par le démon de la destruction, et lui, Rocinante, a réussi à évacuer ce démon pour refaire aimer la vie à l'eau, pour lui donner le Hope Hope Nomi, pour qu'il puisse vivre, contrairement à Doflamingo qui lui a décidé totalement de se faire absorber par le démon de la violence et de devenir justement ce qu'il est. Et à la fin, il lui dit: tu peux laisser l'eau, l'eau maintenant est libre et tu ne pourras jamais l'avoir. Et après il lui dit quand même: et même si tu avais l'eau, qu'est-ce que tu en ferais? Et de le pousser comme ça, d'énerver, et putain décidément il fait chaud, ça me gratte, d'énerver Doflamingo au point que Doflamingo va se trahir lui-même en disant: de toute façon, l'eau, maintenant, je vais essayer de le retrouver, je vais le contrôler mentalement, un peu comme une marionnette, pour qu'il accepte de se sacrifier, pour que je puisse avoir l'immortalité. Ça, c'est vraiment quelque chose de flagrant pour l'eau, où il apprend qu'il n'a plus de retour possible par rapport à Doflamingo, et qu'il faut absolument qu'il s'évade, qu'il faut absolument qu'il parte. Et c'est là où on va arriver sur l'un des passages les plus marquants de cet épisode 706, c'est-à-dire quelque chose qu'on savait qui allait arriver et pourtant qu'on se refusait d'accepter. C'est pour ça que cet épisode pour moi a été quand même assez long, parce que je ne voulais jamais arriver à cette fin d'épisode, à cette fin où on allait justement voir la mort de Rocinante, et tout est vraiment très bien mis en place par rapport à ne serait-ce déjà que la musique. La musique est vraiment sourde, on a l'impression qu'elle est aussi sous l'emprise du pouvoir de Rocinante. Elle vient accompagner la détresse de l'eau. L'eau comprend qu'il ne reverra plus Rocinante, qu'il ne peut pas lui faire cet adieu, qu'il ne pourra plus jamais le voir, et se sent en même temps en partie trahi par Rocinante. On le voit frapper, on le voit les larmes, et c'est encore une fois toute cette souffrance non extériorisée qui nous fait vraiment mal au cœur. C'est-à-dire que l'eau ne peut pas hurler quand tu pleures, quand tu as une très grande tristesse. La seule chose qui te permet d'évacuer cette tristesse, d'évacuer cette souffrance, c'est le hurlement. Autre que les larmes, c'est le hurlement, et l'eau n'a pas le droit à ce hurlement, et ça c'est complètement dingue. En plus, la mort de Rocinante est vraiment dure, parce que c'est un acharnement qu'a Doflamingo envers son frère. Il ne fait pas que tirer une balle en plein cœur, c'est un vrai acharnement. Il lui tire plusieurs balles, c'est un truc de dingue, et chaque
coups de balles que reçoit Rocinante, c'est des balles que l'eau reçoit lui aussi en plein cœur. C'est complètement de dingue, et encore une fois, il ne peut pas hurler, et nous, on est spectateurs aussi envers ça, on a la souffrance de l'eau. C'est peut-être énorme, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y en a beaucoup qui l'ont peut-être pas ressenti comme ça, mais je sais que certains l'ont ressenti aussi. C'est vraiment quelque chose qui a été marquant. La mort de Rocinante a été plus tragique que la mort par exemple de Belle-Mère par rapport à Nami. Et Rocinante ne peut pas accepter la mort telle qu'il ne peut pas l'accepter tout de suite, il ne peut pas se laisser aller car il doit maintenir justement son pouvoir pour que l'eau puisse s'échapper. On voit le coffre qui est pris, on voit d'ailleurs qu'il s'ouvre un petit peu et on voit que l'eau voit le cadavre justement de Rocinante, et celui-ci s'accroche, c'est-à-dire Rocinante s'accroche à la vie. Car s'il meurt, le pouvoir s'estompe et justement ils vont entendre les hurlements de l'eau. Donc il doit totalement résister. Et encore une fois, écoutez bien, vous avez la musique qui est vraiment toute douce. Donc on voit encore qu'elle est sous, symboliquement, qu'elle est encore sous l'emprise de Rocinante. Et la neige commence à recouvrir le corps de Rocinante, qui est neige qui encore une fois n'est pas rouge sang, malgré toutes les balles qui s'est pris. Et là-dedans il y a une très grosse symbolique, c'est-à-dire qu'au début du flashback, c'était l'eau qui avait ces taches blanches et qui devenait de plus en plus grosse, et la fin et cette symbolique de mort allait être faite par rapport à sa maladie, qui allait le rendre entièrement blanc. Et là on voit que ce n'est pas l'eau qui va mourir, mais en un sens c'est Rocinante qui va mourir pour l'eau, parce que c'est un sacrifice qu'il a, et on voit justement la neige va le recouvrir pour qu'il devienne presque entièrement blanc. Et je trouve cette symbolique par rapport à cette mort et la mort qu'aurait dû avoir l'eau très très importante. Et enfin, l'eau part du coffre, on le voit marcher en zigzagant, on le voit toujours hurler, on le voit toujours pleurer et essayer d'hurler, mais il est toujours sous l'emprise du pouvoir de Rocinante. La musique est toujours assez faible, mais au fur et à mesure que les secondes passent, on remarque que la musique devient de plus imperceptiblement, elle devient de plus en plus forte, et là on comprend que Rocinante est tout simplement en train de mourir et que son pouvoir tout doucement est en train de s'estomper. Et là on commence à entendre les pleurs de l'eau, et quand c'est vraiment moi à ce moment là où la musique commence à monter, on entend justement des chœurs aussi qui apparaissent, et on entend les hurlements de l'eau. Rien qu'à en parler, j'ai la chair de poule. Et là, on sait que Rocinante est mort, et toute la souffrance qu'a justement l'eau, elle peut enfin jaillir, elle peut enfin sortir, elle peut enfin s'exprimer, et c'est exactement ce qui nous arrive. Et en plus, on a un truc qui est complètement génial, c'est l'arrivée providentielle, le jeu vraiment du destin, avec l'arrivée de justement Tsuru qui vient de trouver Doflamingo, et Doflamingo ne peut pas chercher l'eau par rapport à l'information qu'il y a eu au préalable, que je n'ai pas parlé, mais que je n'ai pas parlé exprès, parce que je veux maintenant montrer un peu comment le destin a vraiment joué avec l'eau et Rocinante. Dans l'épisode 705, Rocinante arrive justement à prendre le OP-OP Nomi, et pour une fois, malgré qu'il soit gaffeur, il arrive à très bien utiliser son pouvoir, arrive à s'échapper, et là, il est, comment dire, excusez-moi, désolé de faire ça, je vous jure, il fait vraiment chaud. Il arrive vraiment il est heureux, c'est ça qui se passe, et au moment où il court, il y a ces gaffes qui le rattrapent, il glisse, et il aurait pu glisser à n'importe quel moment, et là au moment où il glisse, il se retrouve justement devant des pirates de l'équipage de Barrel, et il se fait tirer dessus. Il va en résulter qu'il va être touché assez grièvement, et quand l'eau va prendre le OP Nomi, il va vouloir guérir Rocinante, mais malheureusement il ne sait pas utiliser son pouvoir, et lui dit tout simplement: essaye de trouver quelqu'un qui pourra m'aider, quelqu'un de la marine, et en même temps tu pourras donner ce petit message. Et là il y a déjà eu un coup de sort par rapport au fait de comment s'est cassé la gueule Rocinante, et il y avait plein de marines sur l'île, et il a fallu qu'il tombe sur Vergo, ce qui est encore une fois un coup du sort. On se demande s'il n'y a pas des dieux qui sont en train de jouer justement avec l'eau, et encore une fois c'est ça qui va vraiment accentuer la situation et vraiment la faire basculer, parce que même s'il avait été blessé, s'il avait trouvé n'importe qui de la marine, Rocinante a pu être soigné et il aurait pu vivre avec l'eau, mais le fait de se retrouver nez à nez avec Vergo détruit
vraiment les chances de survie de Law et aussi de Rosinante empêchent le fait de donner le petit, je suis vraiment désolé, je te jure comment il fait chaud, le petit rouleau avec justement tout ce que Doflamingo prépare par rapport à Dressrosa. On voit aussi tout l'acharnement de Vergo, comment il tape une fois qu'il est en full kill, comment il réduit en miettes Rosinante et même Law. D'ailleurs maintenant on comprend pourquoi à la fin de Punk Hazard, Doflamingo avait rigolé en disant que Law avait subi une sorte de trauma. Et à l'inverse, autant le destin a joué en la défaveur de Rosinante et de Law, autant que après le destin s'inverse et vient justement lui donner un coup de pouce du fait où Rosinante il va carrément au bluff et il dit de toute façon Law n'est pas avec moi, c'est lui qui allait OP Nomi, mais tu le retrouveras jamais parce que maintenant il est parti et il est justement avec la marine, il est en détention préventive avec la marine qui est juste à côté. Et là au même moment on apprend que Diaz Drac, parce que c'est lui, ça justement c'est quelque chose qui est vraiment génial, et c'est ça que je veux aussi dire dans cette vidéo, c'est que malgré que ça soit accentué sur Law et sur Rosinante, on apprend des informations par rapport à d'autres personnages super importants de l'univers de One Piece, et là justement c'est Diaz Drac, on le reconnaît justement par rapport à la croix qu'il a au niveau du menton, et il a réussi à s'échapper, à être au dehors du contrôle de la birdcage. Il a été récupéré justement par la marine et Buffalo ils sont juste au-dessus et ils interceptent justement l'information qui avait été transmise, et ça vient complètement appuyer, c'est complètement une ironie mais ça vient complètement appuyer le mensonge, le coup de bluff qu'avait justement Rosinante. On apprend aussi autre chose par rapport à Diaz Drax, c'est-à-dire que c'est le membre le plus puissant de l'équipage de Barrel, mais par contre il n'a pas les, entre guillemets, les couilles pour pouvoir utiliser pleinement son pouvoir, et ça c'est vraiment bien parce que ça nous montre que c'est quelqu'un qui déjà à la base avait un pouvoir présent. En plus, peut-être que plus tard il apprendra que... Alors là attendez, là je pars dans une théorie complètement folle, c'est pour ça que des fois je mets des petites théories aussi dans la fin de dans les vidéos. C'est-à-dire qu'on apprend, enfin peut-être que plus tard il va apprendre que c'est Doflamingo qui a tué son père, et même s'il n'aime pas son père, Diaz Drac, peut-être qu'il va vouloir le venger, et c'est peut-être pour ça qu'il est dans l'équipage de Kaido, et ainsi espère en sous-marin pouvoir latter la gueule de Doflamingo. Et enfin, le dernier coup de pouce du destin, c'est l'arrivée, comme j'ai dit tout à l'heure, providentielle de l'équipage de Tsuru qui vient bombarder le bateau de Doflamingo, et celui-ci est obligé justement de partir. D'ailleurs, on remarque que Doflamingo a toujours très peur de Tsuru, c'est quand même qu'elle doit avoir un pouvoir assez conséquent, et ça vient justement arriver au moment où Rosinante décède, meurt, et justement que l'eau peut partir, et si Tsuru n'était pas venu, s'il n'y avait pas eu les coups de canon, sûrement que l'équipage de Flamingo aurait entendu les pleurs, aurait justement entendu la tristesse de l'eau. Je ne peux terminer cette vidéo sans vraiment tirer mon chapeau à l'équipe de la Toei qui a été en charge de ce flashback. Encore une fois, quand on les a lus, on était beaucoup quand on les a lus les chapitres en japonais, on s'est dit punaise, ça, au niveau de l'anime, si c'est bien fait, ça peut carrément devenir incroyable, et c'est justement incroyable. Encore une fois, ça c'est quelque chose que je veux vraiment dire, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui crachent sur l'anime, dire que c'est mal fait, mais si l'anime est mal fait, ça peut être beaucoup plus poignant que le manga en lui-même, et ça c'est vraiment important pour être signalé. C'est-à-dire que j'ai eu des frissons, j'ai ressenti quelque chose quand j'ai lu justement ce flashback dans le manga, mais l'anime a réussi à me dresser la chair de poule, à me donner vraiment la chair de poule et à me faire pleurer. Ça c'est vraiment quelque chose que je veux appuyer, c'est-à-dire qu'on a vraiment ressenti le support visuel de One Piece est vraiment un très bon complément par rapport au manga, car il permet vraiment de subliminer, je sais pas si c'est français ce que je dis, enfin bref, ça permet vraiment d'amplifier
quelque chose qu'on ressent déjà dans le manga. Ça permet d'ajouter quelque chose de vraiment fantastique. Et là, le travail était dingue. Toutes les symboliques, la façon dont la neige a été faite, les gros plans sur les visages, même tout ce qui était en fond, les décors, même les personnages en petit n'ont pas été bâclés. C'est vraiment quelque chose de beau, ne serait-ce que même le visage de, excusez-moi, désolé, le visage de Treble, de tout le monde, c'était absolument génial. Un très gros travail qui a été fait, et ça c'est vraiment très bien quand on voit ce que d'autres animes ont eu comme résultat. Ça laisse vraiment de très grands espoirs pour la suite de l'anime. Peut-être qu'on est vraiment dans un renouveau, peut-être qu'on est tout simplement peut-être que la Toei va redonner un âge d'or à l'anime de One Piece en remarquant vraiment qu'il y a toujours une très grosse quantité de fans qui font vraiment de l'audience et qu'il faut vraiment justement l'appuyer et en faire quelque chose d'absolument magique. Encore une fois, il y a plein de choses qui vont bientôt arriver, qui vont être absolument dingues, et ça, il faut absolument pas que la Toei se chie dessus, ça c'est sûr et certain. Voilà, cette critique analyse est maintenant terminée. J'espère que j'aurais pas oublié des trucs. De toute façon, là j'ai beaucoup parlé, mais il y avait tellement à dire sur ces deux épisodes. Je m'excuse encore une fois de ne pas avoir énormément parlé de l'épisode 705. Je suis sûr que j'ai dû oublier quand même quelques trucs, comme par exemple la mort de Barrel ou quoi que ce soit. Je m'excuse par rapport à ça. Je voudrais faire une très grosse dédicace à Nashira qui m'a beaucoup aidé pour remarquer toutes les symboliques qu'il y a pu avoir lors de ces deux épisodes. Encore une fois, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à en parler autour de vous. Merci d'être aussi nombreux à rejoindre l'équipage du Going D Sunny. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!